recevons ce soir sur ce plateau une invitée spéciale. Il s'agit de la ministre de l'Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires, Mme Zahra Mahamad Issa. Bonsoir Madame la ministre, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci beaucoup. Alors comme nous l'avons vu dans ce reportage, vous revenez d'une longue tournée dans le sud du pays. Pouvez-vous nous dire exactement quel était l'objectif de votre déplacement? Merci beaucoup. L'objectif de notre tournée s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du chantier numéro 3, qui est de promouvoir un État solidaire pour tous, conformément aux orientations du programme politique du chef de l'État et aussi aux priorités stratégiques de notre département ministériel. Donc, il s'agit principalement d'apporter une assistance en vivre et non-vivre aux personnes les plus vulnérables, notamment les personnes de troisième âge, les femmes veuves, les personnes en situation de handicap, les personnes touchées par des catastrophes. Donc, cette mission nous a permis également d'identifier les besoins prioritaires des communautés, surtout les besoins sociaux de nos communautés, pour promouvoir des solutions durables. D'accord. Alors, Madame la ministre, en 15 jours, vous avez parcouru plusieurs localités, visité des associations. Alors, dites-nous exactement quel groupe de bénéficiaires vous êtes adressé sous le thème des vulnérables. Merci beaucoup. Durant 15 jours, nous avons pu toucher 7 provinces dans la zone méridionale, notamment à l'Elouane occidental, oriental, Moïkebi Est, Moïkebi Ouest, Latangile. Et notre assistance a permis d'apporter un ouf de soulagement aux 72 âmes, notamment des personnes âgées, des femmes veuves et les personnes en situation de handicap. Et le concept de vulnérabilité, pour nous, repose sur des critères sociaux, économiques et aussi humanitaires établis en concertation avec les services déconcentrés de l'État qui sont dans les zones d'intervention et aussi avec les autorités provinciales. D'accord. Alors, Madame la ministre, le Tchad compte plusieurs bénéficiaires. Dites-nous sur quels critères vous êtes basé pour sélectionner les bénéficiaires afin de leur donner ces kits alimentaires et non alimentaires. Merci beaucoup. Comme je viens de le mentionner, les critères de vulnérabilité reposent sur des critères sociaux, économiques et aussi humanitaires. Donc, il s'agit des personnes de troisième âge qui sont invalides, qui n'ont pas la force physique pour aller mener une activité génératrice de revenus, des veuves, des ménages dont les chefs des ménages sont des veuves, et aussi des personnes qui sont en situation de handicap, des personnes invalides. Alors, vous avez aussi échangé avec les réfugiés centrafricains dans un contexte où l'aide des Nations Unies rencontre des difficultés. Dites-nous quels sont les points sur lesquels vous avez échangé avec eux. Merci. En prélude de notre mission, nous avons aussi effectué une descente sur le site des réfugiés d'Amboko, dans la province de l'Ogon oriental. C'était une occasion pour nous d'échanger avec les leaders des réfugiés et aussi les acteurs intervenant dans la zone. Parce que, vous savez, les réfugiés centrafricains ont déjà duré et notre pays a signé un accord tripartite avec le HCR, qui est l'Agence des Nations Unies qui est en charge des réfugiés, et aussi avec la RCA pour organiser le retour volontaire des réfugiés. Parce que nous avons 3 solutions durables pour les réfugiés. Donc, si un réfugié arrive dans notre pays, à la longue, nous avons 3 solutions durables à envisager. Donc, il y a le retour volontaire, il y a la réintégration locale et aussi la réinsertion dans un pays tiers. Donc, nous avons discuté de ces 3 sujets et nous avons sensibilisé les réfugiés pour qu'ils prennent les dispositions de leur côté afin que le retour volontaire soit organisé dans des meilleurs délais. Parce que bientôt, nous allons recevoir notre homologue de la RCA pour envisager les premières vagues. Et c'était aussi une occasion pour nous de renforcer la sensibilisation, de communiquer avec tous les acteurs locaux afin qu'il y ait la cohabitation pacifique aussi entre les 2 communautés, donc les réfugiés et aussi la communauté haute. Et c'était aussi une occasion pour s'imprégner de leurs conditions de vie, parce que nous avons constaté qu'il y a un accès limité aux services sociaux de base, vu la raréfaction des ressources. Donc nous avons sensibilisé, nous avons organisé une réunion avec les acteurs qui interviennent dans les camps pour rationaliser les peu de ressources qu'ils disposent,
afin d'éviter des doublons, afin d'orienter les actions vers des activités génératrices de revenus pour permettre aux réfugiés de travailler et de se prendre en charge. D'accord. Alors, après le Sud, quelles sont vos prochaines étapes pour la suite, par exemple la suite des autres provinces du pays? Notre ambition, c'est découvrir tous les pays. Donc, le Sud, c'était la première étape. Maintenant, nous sommes en train de prendre les dispositions pour envisager notre descente à l'Est et aussi au centre, à l'Ouest, pour couvrir tous les pays. Donc, à la fin, l'objectif visé, c'est d'avoir une base de données nationale des organisations communautaires, avoir un plan d'action national, opérationnel, qui sera traduit en action et sera basé sur des actions communautaires, tout en valorisant les potentialités locales, tout en valorisant aussi les initiatives communautaires existantes. Donc, nous mettons pour que dans un futur proche, nous allons essayer de faire l'extension de notre déplacement dans tous les pays. D'accord. Alors, vous avez passé 15 jours dans le sud du pays. Dites-nous, lors de votre tournée, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ou touché? Bon, ce qui m'a le plus marqué, c'est aussi la profondeur de la détresse sociale dans certaines localités. J'ai vu des personnes de troisième âge, des personnes en situation de handicap qui ont vraiment besoin de notre attention. Et surtout la résilience et la volonté de nos communautés. Malgré les difficultés, les communautés s'organisent et ils ont la volonté de travailler et de se relever. Et aussi, j'ai eu à constater aussi la présence des écoles de sourds, donc des enfants à déficience auditive, des sourds. Il y a des organismes et aussi des acteurs locaux qui essayent de soutenir ces écoles avec le peu de moyens. Ils essayent de former nos cadets. C'était l'occasion pour nous d'identifier leurs besoins et à notre retour, nous comptons vraiment leur assister, leur apporter assistance et renforcer leurs capacités afin qu'il y ait une amélioration des conditions de vie, surtout en termes d'études et aussi en termes d'équipement éducatif. Et nous allons aussi essayer de partager les rapports avec le ministre de l'Éducation qui est en charge de tout ce qui est aspect de scolarité pour faciliter leur inscription parce que le gouvernement a envisagé la gratuité en termes de scolarisation. Donc, c'est des choses qui m'ont vraiment marqué. Et aussi le dynamisme des groupements féminins. Il y a des groupements féminins qui sont vraiment dynamiques et qui nécessitent vraiment notre appui pour se les lancer. D'accord. Alors, peut-être une dernière question, Madame la Ministre. On a remarqué que votre ministère se préoccupe beaucoup sur la distribution des kits alimentaires et non alimentaires. Pourtant, il y a encore d'autres domaines qui sont là, qui relèvent de votre mission. Par exemple, la protection des travailleurs en milieu de travail. Comment expliquer cela? La question de la protection des travailleurs, c'est une question qui est transversale, qui reflète beaucoup plus de la compétence du ministère de la fonction publique, en étroite collaboration avec nous. Donc je pense qu'il y a les cadres de concertation, il y a des cadres qui sont mieux indiqués pour discuter de tout ce qui est d'amélioration des conditions de travail des travailleurs. D'accord. Alors, je vous remercie, Madame la Ministre, pour ce précieux temps et pour ces éclairages sur vos actions en faveur des populations vulnérables. Merci beaucoup.